si vous voulez bien, on va demander à Cyril Côme, donc directeur du BIT OIT en France, un peu à la fois votre sentiment, votre optique, et puis voilà, aussi sur la conscience peut-être qu'il peut y avoir, j'allais dire, à la fois dans les instances internationales, parce qu'on sait à quel point on a une difficulté, par exemple, à cerner les questions de santé mentale, je dirais au niveau national, par exemple, mais pas que, et au niveau des entreprises aussi. Voilà, comment ça se passe, comment vous voyez tout ça? Si, sur le menton. Oui, oui. Et merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et de cette occasion de parler de ces sujets importants et de l'OIT. Peut-être un mot pour commencer, pour dire à peu près ce qu'est cette organisation au nom de laquelle je vous parle aujourd'hui. Donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. C'est une agence des Nations Unies qui a comme caractéristique d'avoir un mandat spécialisé sur les questions de travail, d'emploi, de protection sociale, de dialogue social. C'est une organisation qui a aussi la particularité d'être une organisation très ancienne, puisqu'elle a plus de 100 ans. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale, donc avant même que les Nations Unies existent. Et elle a comme autre particularité d'être gouvernée à la fois par les gouvernements et par les partenaires sociaux. Donc c'est une organisation tripartite. Si on vous demande ce que c'est que le tripartisme au niveau international, c'est ça, c'est le fait d'avoir cette organisation avec ce type de gouvernance. Alors moi, mon propos, ça sera pour essayer de montrer comment tout ce qu'a pu vous dire Florence s'inscrit dans une perspective internationale. La France n'est pas une île. Toutes ces questions, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle en France l'usure professionnelle ou les questions de la santé des femmes, correspondent à des déterminants, à des facteurs qui justifient une réponse coordonnée au niveau international. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, en commençant peut-être par vous rappeler trois faits, 3 événements qui me semblent caractéristiques des enjeux internationaux sur ces questions. Le premier événement que je voulais vous rappeler, ça se passe en 2013, au mois d'avril, c'est l'accident du Rana Plaza. Alors, vous avez sans doute tous entendu parler de cet accident, de ce désastre industriel. Le Rana Plaza, c'est quoi? Ça se passe au Bangladesh. C'est un bâtiment de 7 étages qui s'effondre sur lui-même, au 6e étage duquel un atelier de confection était installé. Et cet effondrement du bâtiment provoque la mort de plus de 1100 personnes, essentiellement des femmes, des ouvrières du textile. Et à l'époque, si vous vous souvenez, ça a quand même été un choc très important au niveau international. Le Bangladesh, en 2013, c'est un pays qui, en l'espace de même pas 10 ans, est devenu le 2e exportateur mondial dans le secteur du textile et de l'habillement, alors que c'était un secteur très très peu développé à la fin des années 90. Ce sont des investisseurs, ce sont des donneurs d'ordre qui multiplient l'installation de sous-traitants et de fournisseurs dans ce pays, et donc fleurissent des ateliers de confection comme celui du Rana Plaza, avec essentiellement comme main-d'œuvre des femmes qui viennent des campagnes, donc des familles rurales qui s'installent à proximité de ces usines. C'est un système de production qui est organisé autour de quelques fournisseurs de premier rang dans le pays et qui gère les fluctuations et les à-coups de la production avec un réseau de sous-traitants qui va jusque dans ce qu'on appelle dans ces pays l'économie informelle, c'est-à-dire le plus souvent des ateliers à domicile qui gèrent comme ça les à-coups de la production. L'accident du Rana Plaza et ses 1100 victimes révèlent à l'époque la face cachée de la mondialisation, en réalité, et la réalité de cette mondialisation organisée autour de chaînes mondiales de sous-traitance que l'on va réinterroger à cette occasion-là. J'y reviendrai. Le deuxième événement que je voulais rappeler, c'est, alors là on est en 2019, c'est l'adoption de la première convention internationale à l'OIT sur l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail. 2019, c'est l'année du centenaire de l'OIT d'ailleurs, donc c'est un
une belle réalisation à l'occasion du centenaire de cette organisation. C'est une négociation donc tripartite, comme toutes les négociations à l'OIT, qui aboutit à ce résultat. Et c'est un événement important parce que c'est la première fois qu'on a une norme internationale qui définit les termes de violence et de harcèlement, qui oblige les États qui ratifient et qui ratifieront cette convention à interdire ces pratiques en droit interne. Et c'est aussi un texte important parce qu'il oblige d'une certaine façon les politiques de prévention à intégrer cette dimension, ces facteurs de risque qui conduisent à des pratiques assimilables à du harcèlement et à des pratiques de violence. Et c'est aussi un texte, comme beaucoup de conventions de l'OIT, qui ambitionne de créer des objets du dialogue social. Et l'objectif de cette convention, c'est bien de créer de nouveaux objets de négociation au niveau des branches, au niveau des entreprises, sur les questions de violence et de harcèlement. Alors, l'objet de la convention, c'est les violences et le harcèlement, mais cette convention est négociée sur fond de la donnée épidémiologique majeure qui a été rappelée ces 15 dernières années, c'est-à-dire la montée en charge des problèmes de santé mentale sur les lieux de travail, qui est un problème universel et qui n'est certainement pas un problème isolé, je dirais, dans des pays comme la France, dans des pays à revenus élevés. Donc ça, c'était mon deuxième fait. Mon troisième événement, c'est le plus récent, c'est en 2022, c'est la reconnaissance d'un cinquième principe fondamental du droit du travail au niveau international. Alors ça peut vous sembler un petit peu ésotérique, dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça quand je vous aurais dit en une minute de quoi il s'agit. Les droits et les principes fondamentaux du travail, c'est quelque chose qui a été reconnu par la communauté internationale à la fin des années 90, à une époque où, souvenez-vous, on était en train de mettre en place l'Organisation mondiale du commerce. Et à l'époque, la grande question qu'on se posait, c'était comment articuler les logiques économiques et les logiques sociales. Faut-il subordonner l'adhésion à l'OMC à la conformité à un certain nombre de normes sociales? Bon, ce débat n'a pas abouti à l'OMC, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais en tout cas, on a en héritage de ce débat cette identification d'un certain nombre de normes sociales internationales qui sont, si vous voulez, tellement importantes qu'elles conditionnent tout le reste. Et donc, vous retrouvez dès 1998 la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre le travail forcé, l'interdiction des discriminations professionnelles, la liberté syndicale et le droit à une négociation collective libre et sans entrave. Et donc, en 2022, on ajoute un cinquième principe qui est le droit à travailler dans un environnement sûr et sain, ou sûr et salubre, selon la traduction qui aura votre préférence. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette adoption du cinquième principe? Ça signifie, alors évidemment, le Covid est passé par là, cette expérience mondiale d'une pandémie qui a beaucoup contribué à imbriquer les enjeux de santé publique et de santé au travail. Et cette phase pandémique a permis de faire remonter comme priorité de l'agenda social international les questions de santé au travail. Et donc, ça explique en grande partie ce qui s'est passé en 2022. Mais au-delà de l'épisode pandémique, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est tous les travaux qui ont eu lieu et les analyses qui ont précédé le centenaire de l'OIT en 2019 sur les transformations et l'avenir du travail. On a célébré le centenaire de l'OIT sur le slogan, si je puis dire, du travail que nous voulons. Voilà. Et parmi les facteurs de transformation du travail, il y en a un en particulier sur lequel je voudrais insister, c'est le facteur démographique, dont on entend souvent peu parler en France, où on met souvent en avant la transformation digitale, l'intelligence artificielle, tout ce qui effectivement constitue des facteurs majeurs de transformation du travail. Mais le facteur démographique a sans doute une prégnance au niveau international qu'on mesure peu dans ce pays où on a l'habitude de parler du vieillissement démographique depuis plusieurs décennies. Mais il faut bien avoir en tête qu'au niveau mondial, la population en âge de travailler va baisser. Elle va baisser d'ici 2050 assez sensiblement, et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord, mais partout dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne, qui reste
l'exception démographique mondiale. Mais le phénomène de vieillissement accéléré que l'on a connu en Europe et en Amérique du Nord, d'autres régions du monde, et notamment l'Asie, va le connaître à vitesse grand V, avec un rythme beaucoup plus soutenu que celui que nous avons connu. Et par conséquent, pourquoi je vous dis ça? Parce que se pose la question de l'adaptation de la force de travail au niveau mondial. Comment est-ce que la Chine, atelier du monde par exemple, va pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne démographique? Et parmi les réponses, il y a une nouvelle approche justement des questions de santé au travail pour revoir les conditions d'allongement de la longévité des carrières professionnelles. Il faut sans doute faire attention et prendre davantage soin d'une ressource qui va devenir de plus en plus rare, c'est-à-dire le travail humain. Alors voilà les trois faits sur lesquels je voulais insister. Si j'ai quelques minutes, quelques leçons qu'on peut tirer de ces trois événements. La première remarque, leçon, c'est ce sera un peu présomptueux de ma part, mais disons la remarque que je partage avec vous, c'est l'importance et la nécessité même de prendre la mesure des interdépendances au niveau mondial et des réponses coordonnées qu'il faut y apporter au niveau aussi international. On a trop souvent tendance à considérer que le social, c'est le domaine de la subsidiarité, ça se traite au niveau national, voire même au niveau infranational de l'entreprise des branches. Non, il y a des enjeux qui doivent être appréhendés au niveau international, et ne serait-ce que, c'est pas le sujet du jour malheureusement, mais les questions climatiques par exemple et leur impact sur les questions de prévention sont une question qui se pose au niveau international. Prendre la mesure de ces interdépendances ne sont pas complètement nouvelles. On a construit le droit du travail international au siècle dernier, justement, à partir de la préoccupation de ne pas faire de la méconnaissance de règles de base de la prévention un avantage commercial, un avantage économique valide. Donc, comment faire en sorte de poser un socle international sur ces sujets-là dans une économie mondialisée et qui le restera. Même si aujourd'hui on entend parler de la fin de la mondialisation, les chaînes mondiales d'approvisionnement, c'est une nouvelle donne majeure dans la façon dont la production au niveau mondial est organisée. C'est aussi une nouvelle donne sur les acteurs qui sont à l'origine de cette mondialisation. C'est-à-dire que les acteurs publics, les États, n'ont plus forcément la main exclusive, en tout cas sur ces évolutions. De plus en plus, l'évolution des conditions de travail sont déterminées par des décisions d'acteurs privés, des grandes entreprises, des investisseurs, qui, en jouant sur la cartographie de la production mondiale, jouent sur la cartographie des risques. Et donc, l'éruption de l'acteur économique, c'est une donnée majeure à prendre en compte, et ça m'amène à la deuxième remarque que je voulais partager avec vous, c'est la question des responsabilités. Traditionnellement, sur la scène internationale, quand on négocie des normes internationales, ce sont les acteurs publics qui ont la main. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver une façon d'impliquer et de mobiliser des éléments de responsabilité des acteurs économiques. Comment aligner le principe de responsabilité sociale sur la réalité de la responsabilité économique? Alors pendant longtemps, on a dû se contenter de dispositifs volontaires ou contractuels entre le monde économique, les partenaires sociaux internationaux, les ONG. Ils apparaissent depuis maintenant une petite dizaine d'années et on le doit en grande partie aux leçons tirées du Rana Plaza, justement, un certain nombre de principes juridiques nouveaux autour de la responsabilité des donneurs d'ordre au niveau transnational. Alors, les connaisseurs du sujet me verront venir avec mes gros sabots. C'est évidemment l'innovation qu'a constitué en France l'adoption d'une loi en 2017 sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire le principe de la responsabilité des sociétés mères et des donneurs d'ordre sur leur chaîne de sous-traitance, leurs filiales et leurs fournisseurs, qui aujourd'hui a donné lieu aussi à une directive européenne qui va bientôt être transposée, et plus généralement à toute une série de règles qui sont sorties de la soft law pour rejoindre le droit dur, et notamment un dossier que chérit Anne-Marie, en particulier le dossier de la CSR.